La parole est maintenant à Patrick Hetzel, au nom du groupe UMP. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la Ministre, merci pour cette présentation. Je me permettrai de faire une remarque liminaire avant de venir effectivement sur votre réforme du collège pour vous dire que il ne faudrait surtout pas considérer que la question désormais du premier degré serait réglée et que le fait de passer au collège voudrait dire que tout a été fait pour mettre notre école du premier degré en ordre de marche. Je pense que le travail doit pouvoir se poursuivre autour de cela. Ceci étant dit, je pense qu'il y a au moins une chose que l'on peut partager, c'est qu'effectivement le collège constitue un maillon faible aujourd'hui pour la réussite des élèves dans notre pays. Et lorsque l'on constate, comme le font un certain nombre d'enquêtes, qu'à la fin de la troisième, nous avons 25% des élèves qui ne maîtrisent pas les compétences de base, c'est effectivement inacceptable. Donc sur ce point, effectivement, il faut agir. Et je voudrais surtout vous sensibiliser à une question d'ailleurs qui s'est effectuée sur longue période, parce que la réduction, par exemple, des horaires alloués au collège à une matière comme celle du français en 30 ans, cette réduction a été constante et un certain nombre de travaux de recherche tendent à montrer que c'est une cause majeure de l'effondrement du niveau académique des collèges en France. Et donc, déjà, la première interrogation que l'on peut avoir, eh bien, vous allez sans doute encore, de fait, avec votre réforme, réduire le nombre d'heures de français au collège, et donc par voie de conséquence, comment allez-vous pouvoir concilier la nécessité de remonter le niveau et puis avec cette réduction par exemple des heures de français. Alors je reviens un peu plus en détail sur cette question des approches dites interdisciplinaires. Je vous ai d'ailleurs il y a peu de temps, le jour même où vous aviez présenté votre réforme en Conseil des ministres, l'après-midi même je vous avais interrogé sur un point qui était très surprenant. Et d'ailleurs, depuis, ça s'est confirmé. Vous n'avez pas véritablement répondu à mon interrogation. Vous prévoyez donc le même volume horaire que précédemment, mais vous dites 20% de l'emploi du temps va pouvoir être consacré à des approches interdisciplinaires. En fait, la question de fond, c'est que avant l'interdisciplinaire, il faut s'occuper du disciplinaire. Et donc des matières fondamentales. C'est déjà l'urgence. En fait, encore une fois, ce serait d'ailleurs réducteur de me renvoyer le fait que je serais opposé à l'interdisciplinaire. Simplement, les travaux de recherche aujourd'hui montrent clairement que pour pouvoir, de manière efficace et raisonnable, accéder à de l'interdisciplinaire, eh bien, il faut d'ores et déjà avoir une bonne maîtrise des matières fondamentales. Et donc, en réalité, quelle que soit la volumétrie, je voudrais quand même vous rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, ça fait 3 ans, eh bien, la majorité qui venait d'arriver poussait des cris d'orfraie en disant la majorité précédente avait réduit le nombre d'enseignants, donc c'était bien une question de quantitative en termes de volume horaire qui se posait. Et là, tout d'un coup, maintenant que l'on parle de la réforme du collège, eh bien, cette question-là, elle disparaîtrait. Donc je voudrais quand même vous dire que la réforme telle que vous la prévoyez, elle réduit de toute évidence un enseignement structuré et structurant, qui doit d'ailleurs normalement aller du simple au complexe. Et en fait, vous n'intégrez pas dans votre approche le fait que le disciplinaire et donc la maîtrise des matières est un préalable indispensable pour pouvoir accéder à de l'interdisciplinaire. Et ça, c'est quand même, je dirais, un problème de taille. Ensuite, je suis surpris parce que à aucun moment dans vos communiqués ni dans vos interventions publiques, vous ne parlez de la manière dont sera effectué le suivi, la manière dont sera effectuée l'évaluation de votre réforme. Et on sait aujourd'hui, l'OCDE l'a clairement indiqué, d'ailleurs la Cour des comptes de même, que la faille aujourd'hui de notre système, il ne faut pas simplement réformer, mais prévoir un dispositif d'évaluation et une méthodologie d'évaluation pour être sûr que les objectifs, d'ailleurs très ambitieux, que vous fixez à votre réforme puissent évidemment être atteints. Ensuite,
on aura sans doute l'occasion d'y revenir, vous allez supprimer, alors ça peut paraître anecdotique, mais l'incidence quand même est forte parce que vous êtes quand même ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, vous voulez supprimer les cours formalisés de latin et de grec. Alors vous pouvez me dire, il s'agit de cours qui sont perçus comme élitistes. Néanmoins, je tiens quand même à dire qu'il s'agit là d'enseignements qui ont une importance réelle. Et en fait, j'ai du mal à comprendre que vous traitiez cette question de cette manière-là. Et à titre d'illustration, je voudrais vous dire que dans les pays qui ont pris ce problème à bras-le-corps en se rendant compte que le latin et le grec n'étaient pas toujours, je dirais, privilégiés par les élèves, ils l'ont érigé au même statut que les langues vivantes. Et d'ailleurs, à ce moment-là, ils sont enseignés comme les langues vivantes. Il y a des expérimentations à l'étranger qui fonctionnent très bien. Pourquoi ne pas, du coup, s'en inspirer pour, là aussi, faire en sorte que ce qui constitue quand même la matrice et le socle culturel de notre société française et de notre civilisation ne soit pas simplement passé par pertes et profits. Ensuite, vous parlez d'enseignement qui serait personnalisé vis-à-vis des élèves. Eh bien, là aussi, une manière d'aller vers une personnalisation, mais qui en même temps est opérationnable, c'est de répartir les élèves par groupe, et donc en fonction du degré de maîtrise de leurs fondamentaux, matière par matière. Il y a des pays comme la Finlande qui vont dans cette direction-là. Pourquoi vous avez écarté cette hypothèse? D'ailleurs, c'est une hypothèse qui est y compris avancée par un certain nombre d'organisations enseignantes qui vous ont fait des propositions dans ce sens, et je suis surpris qu'elles ne soient à aucun moment reprises dans votre réforme. Ensuite, vous avez aussi, je dirais, passé sous silence une question clé qui notamment a été abordée par la Cour des comptes, qui, en l'occurrence, s'est intéressée à la question du suivi individualisé des élèves et qui dit très clairement dans son dernier rapport que celui-ci est mal piloté, mal évalué et que cela représente 2 milliards d'euros qui sont consacrés à ce suivi individualisé. Et donc, comment dire, est-ce que là-dessus, vous avez des réponses à apporter par rapport à ces interrogations formulées par la Cour des comptes sur le suivi individualisé? Et puis ensuite, vous avez, dans le décret d'août 2014 sur les obligations de service des enseignants, il n'y a absolument rien sur le suivi individualisé dans les obligations de service. Donc, comment dire, là aussi, on peut s'étonner du fait que finalement, ce décret sur les obligations de service des enseignants, eh bien, il passe complètement sous silence un point dont vous semblez, a priori, faire l'un des leviers importants de votre réforme. Et donc, comptez-vous, du coup, modifier le décret d'août 2014 sur les obligations de service pour y inclure eh bien, ce que vous considérez comme étant important en termes de suivi individualisé. Vous l'aurez compris, mon groupe est assez dubitatif vis-à-vis de votre réforme. Et je conclurai en citant Disraeli, qui disait que lorsque l'on effectue une réforme, il faut garder ce qui vaut et changer ce qu'il faut. J'ai hélas l'impression que vous êtes exactement en train de faire l'inverse, c'est-à-dire que vous êtes en train d'enlever ce qui vaut, en l'occurrence les matières, et accorder du poids aux matières, et vous êtes en train de changer ce qu'il ne faut pas. Je vous remercie.